Ah, ok, parfait. Alors, nous attendons juste 2, 3 minutes avant de commencer, comme ça, quelques autres peuvent rejoindre. Je m'appelle Chanti Noriega et je travaille avec l'équipe de télésanté au FHI 360. J'ai le plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et de parler des approches de la création de demandes virtuelles et la prestation des services virtuels. Pendant que nous attendons quelque chose avant de commencer, s'il vous plaît, si vous pouvez confirmer votre prénom et votre nom de famille sur Zoom. J'ai inclus dans cette diapositive. Danny, next, please. Euh, Quelques instructions de comment vous pouvez changer votre nom. Aussi, si vous pouvez utiliser les chats pour vous présenter. Et si vous avez aussi des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans les chats. Comme ça, une fois que nous sommes dans la session des questions et réponses, nous pourrions revisiter toutes les questions que vous avez incluses dans les chats. Mais aussi, une fois que nous sommes dans les euh, sessions de questions et réponses, vous pouvez aussi élever les mains et les micros, vous pouvez l'utiliser. Comme ça, vous pouvez aussi euh, demander votre question. OK? Alors, bonjour, bonjour. Bon, OK, bonjour. Je vois que nous avons quelques personnes de Fonds mondial, Côte d'Ivoire, UNAIDS. OK, parfait. Bon, je crois qu'on va commencer. Comme j'ai dit avant, je m'appelle Chanti Noriega et je travaille avec le FHI 360 euh, dans l'équipe de télésanté. Next, please. Pour les sessions d'aujourd'hui, nous avons deux objectifs. Un objectif général que c'est vraiment à faire avec le mettre en œuvre l'échelle des approches virtuelles pour la création de demandes et la prestation de services de santé pour les récipients principaux et aussi les sub-récipients du Fonds mondial. Alors, comme beaucoup de vous déjà connaissent, les récipients principaux ont soumettré en demande de financement au Fonds mondial, y compris et précisant les interventions virtuelles. Alors, pour cet webinaire ici, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de développer la capacité et la familiarisation des consultantes sur les approches de création de la demande de la demande des services en utilisant les outils virtuels, aussi comme utiliser les approches virtuelles pour la prestation de services de santé. Next. OK. Cette pièce de travail, c'est une pièce de travail dans un cadre plus, euh, euh, plus global, avec beaucoup des autres pièces de travail que nous avons fait. Euh, cette fiche ici, cette diapositive ici vous montre les différents outils et documents que nous avons déjà créés pour aider à les pairs, les sous-récipients, aussi même comme les pays qui travaillent avec le Fonds mondial, avec leur intervention virtuelle. Alors, nous avons créé un document qui explique comment faire tout le budgeting pour les interventions virtuelles. Nous avons aussi fait déjà un webinaire pour les pays en Amérique latine et les Caraïbes euh, sur comment on peut utiliser les médias sociaux pour la génération de demandes.
c'est un petit peu aussi les mêmes choses que nous faisons aujourd'hui. Nous avons aussi fait un rapport pour mieux comprendre qu'est-ce que sont les différents services qui les pays ont à demander au Fonds mondial. Et ça, c'est disponible sur demande. Mais basé sur sa report, ça, c'est comment nous avons identifié cet webinaire d'aujourd'hui et les différentes activités d'intérêt pour les pays. Précisément, ça c'est avec la demande de comment créer les demandes de services en utilisant les outils virtuels et aussi comment faire la prestation de services de santé virtuelle. Aussi, FHI 360 est disponible pour l'assistance technique aux consultantes euh, au longtemps. Alors, next slide. Alors, pour aujourd'hui, l'agenda, nous avons 20 minutes. Je vais faire une présentation technique juste pour présenter un cadre de comment les services virtuels, on peut les utiliser dans le continuum des services aux clients. Et après ça, je vais présenter 20 minutes sur la création de la demande virtuelle. Alors, en présentation des outils, des approches, aussi des expériences. On utilisait les outils pour générer cette demande pour les services. Après ça, nous avons quelques minutes pour les questions et réponses. Et nous avons 20 minutes après sur les outils et les approches pour la prestation de services de santé. On utilisait les méthodes virtuelles. Et après ça, 10 minutes pour les questions et réponses. Et au fin, je vais vous présenter quelques diapositives avec liens pour les ressources qui sont disponibles à vous. Pour cette présentation, il y a beaucoup de liens dans la présentation et après le webinaire, on va partager la présentation et le recording avec vous aussi. Avant de continuer, je veux juste aussi prendre 2 minutes. J'ai oublié de vous introduire à mon collègue Danny Simmons. Danny, il travaille aussi avec l'équipe de Going Online dans le cadre de télésanté. Il est basé au Jamaïque et Danny est notre spécialiste sur la création de demandes virtuelles. Alors, s'il y a des questions et tout ça que vous avez, sera possible que je vais passer les questions à lui parce qu'il a beaucoup d'expérience dans cette area des services virtuels. Alors, Danny, je ne sais pas si tu veux dire bonjour. Danny, do you want to say hi, introduce yourself quickly? Hi everyone. I'm sorry I don't speak great French, but it's a pleasure to be on. And I'm here, as Shanti said, for the discussion segment, helping to provide any insights and examples if you need me to. Thank you, Danny. Merci. Okay, next slide, please. Bon, maintenant, je vais vous présenter les cadres de techniques. Next slide. Et la première chose, c'est pourquoi aller en ligne. Pour situer le contexte, il peut être utile de mentionner les raisons pour lesquelles les programmes de santé sont mis en ligne. Il s'agit notablement d'entendre l'apport de services et des produits de santé euh, la population population croissante qui utilise les plateformes mobiles et parmi les programmes de lutte, en particulier de lutte contre le VIH, mais des autres areas de santé aussi, et particulièrement au public qui ne sont pas bien touchés par les efforts traditionnels de sensibilisation dans les points chauds ou les communautés locales. Alors, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus en plus de gens qui se connectent avec l'Internet, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas touchés par notre approche traditionnelle
Alors, avec l'utilisation de les approches virtuelles, nous avons vraiment l'opportunité de toucher une population qui a pas beaucoup d'expérience, qui n'était pas beaucoup touchée par ces approches. Aussi, avec l'utilisation des approches virtuelles, nous avons l'opportunité d'améliorer l'efficacité de la prestation de services de santé en tirant parti à la fois des options ciblées avancées disponibles pour les plateformes des médias virtuels et sociaux, mais aussi pour offrir de nouvelles voies numériques ou virtuelles qui permettent d'accéder aux services de santé et de rester aussi engagé avec les clients et aussi de donner les clients l'option d'avoir des soins personnels. Depuis, le fait d'offrir des services par ces approches permettent au programme de répondre aussi, comme j'ai dit, à les préférences de clientes qui ont le besoin d'être plus anonymes au privé ou bien pratique, non? En donner les services par euh, ces approches virtuelles, nous avons l'opportunité de aussi les offrir dans différentes modalités. C'est-à-dire que c'est pas toujours face à face. On peut faire le télésanté avec un appel ou en vidéo call, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de temps que pour la population que c'est plus pratique pour eux. Enfin, ces approches virtuelles offrent une excellente opportunité de développer la résilience des systèmes de santé et leur permettre de se connecter avec les bénéficiaires à distance, ce qui est devenu une grande priorité pour les programmes de santé en raison de la COVID-19. Alors, dans les diapositives suivantes, nous avons inclus notre cadre global pour les différentes approches de santé virtuelle et de télésanté dans l'ensemble du continuum des soins. Et je ne présenterai cette diapositive en particulier parce qu'elle est très assez détaillée, mais vous la trouvez dans les diapositives que nous partageons avec vous. Ainsi nous avons aussi un document d'orientation que nous avons publié avec l'OMS et ONU-SIDA qui est euh, qui vous aussi permettent de voir les cadres en plus détail. Et cette cadre, je vais les présenter aussi rapidement. Next slide. OK. Voilà. Qu'est-ce que sont les contextes de tendance? Comme j'ai dit avant, il y a plusieurs personnes qui se connectent. La connectivité mobile est élevée et augmente chaque année. Voici, vous avez quelques données les numéros, les pourcentages de la population au niveau du monde. Alors, c'est global, qui se connectent en utilisant leur mobile, en utilisant l'Internet. Next. Aussi, dans cette image, vous avez les taux de personnes qui adoptent l'utilisation d'Internet. Ça, c'est le taux de population dans dans chaque région. Et vous voyez que ça augmente aussi chaque année. Next. Il y a aussi préoccupations alarmées en matière de sécurité pour les populations clés, pour la population LGBTQ+, dans certains pays. Voici, c'est euh, un rapport sur les lois au Ouganda et l'implication pour les livraisons des services. Alors, en utilisant les approches virtuelles, vous avez plusieurs opportunités de donner l'anonymité et la confidentialité aux populations clés, surtout dans les pays où il y a des lois qui sont qui sont pas LGBTQ friendly. Next.
Aussi, il y a dans beaucoup de pays, vous voyez ici, il y a plusieurs il y a plusieurs des pays qui a loi plus stricte sur la confidentialité des données et des nouvelles restrictions sur les médias sociaux et les applications. Ici, vous voyez le- la- la- le- tous les pays, la situation dans chaque pays, mais ça aussi a implication pour l'utilisation des approches virtuelles. Next slide. Alors, voici, c'est le cadre que j'ai mentionné avant. C'est un cadre complet pour l'utilisation des approches virtuelles et de télésanté dans l'ensemble d'un continuum de soins aux clientes. La série des étapes que vous voyez ici est passée sur les cascades de services de lutte contre le VIH, mais comme j'ai dit avant, elles ont été aussi adaptées pour être largement utilisées dans d'autres domaines de la santé. Alors, le processus commence sur la côte gauche, là où les programmes de prestation de services de santé planifiaient leur intervention virtuelle. Ils continuaient ensuite d'utiliser des approches pour atteindre leur public en ligne, puis orientent ses clientes vers des services de santé, fournissaient les services et réengageaient ses clientes au fil du temps. Ce processus utilise continuellement les données de chaque étape pour surveiller les résultats des interventions, mais aussi pour améliorer les services de santé. Next. Voici quelques catégories pour les types d'approches et d'outils virtuels que vous pouvez utiliser dans ces cadres. Vous pouvez également voir en vert en catégorie de soins personnels. Euh, Ce qui signifie que les clients pouvant eux-mêmes utiliser la technologie pour trouver des services de santé, y accéder et rester engagés dans ceci. Next. OK. Voici quelques des principaux types d'interventions virtuelles que vous pouvez utiliser à chaque étape du continuum. Vous pouvez voir trois éléments principaux apparents dans la catégorie portée. Ça, c'est la planification. Et nous examinerons ces approches plus en détail dans cet webinaire. Again. Voilà. Alors, après next slide, please. Après la création, après cette cadre, comme je dis, je vais présenter les outils et les approches qu'on peut utiliser sur la création d'une demande virtuelle. Et la création d'une demande virtuelle fait référence à l'utilisation des canaux virtuels et en ligne pour la sensibilisation, pour les augmentations d'intérêt et l'utilisation des services de santé. Plus loin dans notre présentation, nous vous présenterons les différentes approches à ces égards et comment les diverses effectifs pouvant être mis en œuvre et soutenir efficacement ces initiatives. C'est-à-dire comment on peut lier tous les clients que vous avez identifiés avec vos activités de demande virtuelle, comme vous pouvez les lier aux services de santé. Next. Alors, vous pouvez d'abord définir la première chose que c'est essentiel quand on pense de commencer d'introduire les interventions virtuelles, c'est de définir vos cases d'utilisation. Et vous pouvez utiliser ces différentes approches et méthodes pour en savoir plus sur votre public et obtenir des informations spécifiques que ça vous permette de mieux définir votre case d'utilisation et des approches spécifiques. Et les les cinq utiles que nous utilisons pour mieux définir votre population clé et aussi pour vous aider à mieux définir votre case d'utilisation,
Ça inclut les analyses de la situation des interventions virtuelles. Ça s'appelle VISA en cours. Vous pouvez aussi utiliser des sondages en ligne, euh, faire une cartographie des médias sociaux. Vous pouvez aussi engager le public pour mieux comprendre leur utilisation. Et aussi, vous pouvez finalement en utiliser tous ces outils. Vous pouvez mieux définir votre roadmap pour vos interventions virtuelles. Next slide, please. OK. Alors, à propos de l'analyse de la situation d'intervention virtuelle, ça, c'est une analyse d'intervention virtuelle qui existe euh, dans les services de VIH ou les autres services de santé dans les pays. Alors, dans dans cette approche, les méthodologies incluent une examination des documentations. Alors, vous pouvez utiliser les recherches sur les web, les médias sociaux pour mieux comprendre toutes les différentes interventions qui existent déjà et tous les outils qui sont utilisés euh, dans les cadres de santé au niveau des pays. Et aussi, à partir de l'examination des documentations, aussi à partir de les recherches dans les web, vous pouvez aussi avoir des interviews avec les parties, les partenaires qui offrent les services de santé avec les ministères de santé, par exemple. Comme ça, vous pouvez identifier des autres outils ou des autres approches qui sont déjà utilisées, mais aussi vous pouvez valider les résultats de votre méthodologie. Nous avons quelques exemplaires ici. Nous avons fait un visa pour Mali, Mozambique, Ouganda et la Zambie. Euh, Aussi, il y a un rapport qui est disponible pour la Gambie, les Philippines. Et nous avons aussi fait un rapport de les landscapes de les interventions digitales en Afrique. Malheureusement, ces documents sont disponibles en anglais, mais après de cette réunion, vous avez les liens là que vous pouvez utiliser pour réviser ces documents qui aussi vous expliquent un petit peu plus en détail l'approche visa. Alors, c'est une approche générale qui vous donne une bonne idée de tout ce qui passe et existe déjà dans les pays. Next slide. Aussi, un autre outil que c'est vraiment important, c'est la cartographie des médias sociaux. C'est une approche que c'est utilisée dans les projets pour identifier et mieux comprendre les plateformes en ligne que la population clé utilise. C'est une approche qui comprend des ateliers avec les membres de la communauté, avec, avec où le processus inclut et les méthodologies incluent avoir des discussions pour mieux comprendre les pages des sites, les pages des médias sociaux comme Facebook, les groupes qui existent, que les populations clés euh, utilisent pour rencontrer des partenaires, pour discuter des choses qui sont importantes pour la population. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser un outil que c'est euh, un, euh, un outil que nous avons fait, que vous avez le lien là, ça vous aide à identifier et classifier tous les différents sites, tous les différentes pages, aussi même vous pouvez identifier les influenceurs qui la population clé suivent et vous pouvez aussi comprendre un petit peu plus en détail les niveaux d'utilisation de chacun de ces pages, de chacun de ces sites.
Et comme ça vous aide à prioriser les sites ou les pages web qu'on peut utiliser pour générer la demande des services, mais aussi si vous avez des pairs en ligne qui offrent les services qui engagent avec les clients pour les informer des services de santé. Cette process de cartographie des médias sociaux vous permet d'identifier les sites où sera plus efficace d'avoir des annonces, d'avoir des pairs en ligne là pour engager la population. Et voici, vous voyez quelques résultats que nous avons eus dans la cartographie que nous avons fait aux Philippines. Et vous voyez les différentes populations clés avec qui nous avons travaillé. Nous avons les HSH, les transgenres et aussi les adolescentes. Et vous voyez ici les numéros des pages que nous avons à identifier. Nous avons identifié bon, les groupes en ligne, nous avons identifié 85 pour les HSH, aussi 85 influenceurs et aussi nous avons identifié des groupes de chat. Euh, et dans l'outil que nous avons, développé, ça nous donne plusieurs informations, comme les personnes qui sont les gérantes de ces sites. Comme ça, nous pouvons engager ces personnes pour discuter si sera possible de faire des annonces ou d'avoir peur en ligne là pour discuter avec la population clé. Next slide, please. OK. Un autre, un autre utiles que vous pouvez utiliser sont les sondages ou les enquêtes rapides en ligne. Alors, c'est un petit sondage que vous pouvez utiliser pour mieux planifier les services en ligne par pouvoir mieux comprendre les préférences des publics. Alors, normalement, ça, c'est un petit sondage. Nous utilisons SurveyMonkey pour le faire, mais il y a aussi le Google Form et les autres outils qu'on peut utiliser. Alors, c'est important que c'est un enquête ou sondage anonymous euh, avec euh, moins de 30 questions, mais avec ces questions, c'est important d'utiliser et de mieux comprendre les technologies qui est utilisée par la population clé. Alors, par exemple, si on a accès à un smartphone ou si c'est un téléphone mobile qui seulement on peut envoyer des SMS, ça, les sondages aussi vous permettent de mieux comprendre l'utilisation, mais aussi euh, les intérêts si les personnes vont en app ou si on a accès à Internet avec un ordinateur, une tablette. Et vous avez un document ici qui vous explique comment faire et désigner une enquête rapide en ligne. Cette enquête, comme je dis, ça vous permet de mieux comprendre l'utilisation et l'accès pour la population clé d'intérêt. Next slide, please. Voici, il y a quelques résultats de enquête que nous avons fait aux Philippines. Vous voyez là, nous avons demandé des, euh, comment les préférences relationnelles à la communication avec le téléphone, si on préfère des appels, des voice calls, des SMS. Euh, Aussi, nous avons intérêt à mieux comprendre les topics ou les issues d'intérêt pour la population clé et nous avons utilisé une cartographie des mots pour mieux comprendre les topics ou les choses de plus intérêt à la population,
comme ça, quand nous avons initié la planification des campagnes, nous savons comment envoyer l'information, mais aussi comment mieux engager les publics à en discuter les choses plus importantes pour eux. Next slide. Aussi, nous avons demandé les types de services les plus importants. Comme ça, nous pouvons mieux comprendre les services de priorité pour la population. Euh, comment une personne, la préférence, la modalité d'accéder les services et qu'est-ce que sont les facteurs les plus importants quand on sélectionne ou quand on va accéder les services de santé. Alors, ce sont les types de questions qu'on peut poser avec les enquêtes et ça vous permet de mieux comprendre l'utilisation, le type d'utilisation et les préférences de votre public. Alors, avec ces outils, avec les visas, ça vous donne une description générale au niveau du pays sur toutes les interventions déjà disponibles. Ça vous permet de ne pas réinitier ou dupliquer un effort qui est déjà essayé. La cartographie virtuelle, ça vous permet d'identifier les sites, les pages qui sont utilisées par la population clé. Et les enquêtes vous permettent de mieux comprendre les préférences de la population. Next slide. Il y a aussi des autres approches de planification. Vous pouvez engager les communautés pour mieux comprendre et avoir un processus plus participatoire que la population clé, les communautés pour vous engager pour valider les données aussi pour vous donner une meilleure idée des autres sites, des choses que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser un outil qui est c'est mieux pour les, euh, les zones urbaines, mais c'est une cartographie de la densité des utilisateurs et ça vous permet de comprendre où vous pouvez trouver votre population clé pendant différentes euh, temps du jour, heures du jour. Et ça, c'est basé sur l'utilisation d'une application, d'une application. Normalement, c'est une application pour les rencontres de partenaires comme Grindr. Ça vous permet de voir où la population clé est engagée pendant les différentes périodes de temps, mais aussi, et comme ça, vous pouvez euh, savoir à quelle heure sera mieux d'avoir des annonces sur les sites et tout ça. Et ici, vous avez une petite vidéo et vous voyez comment nous avons fait les mappings. Et les rouges, ça, c'est la plus densité pendant les différentes heures euh, du jour. Alors, comme ça vous aide à en savoir si vous utilisez les annonces sur les sites de rencontres. Vous savez peut-être à quelle heure sera le plus efficace de les distribuer. Okay. Can you click on the, thank you. Okay. Aussi, il y a des autres outils qui vous permettent d'estimer la taille de la population en ligne, utiliser Facebook. Et pour ces trois approches, il y a un lien à plus d'informations que vous pouvez lire après. Next slide. Alors, les roadmaps qu'on peut utiliser, euh, c'est, ça vous permet de mieux utiliser ces différents outils. On vous aider à mieux comprendre la population, l'utilisation des les sites virtuels. Et comme ça,
ça vous permet de mieux définir votre case d'utilisation pour pouvoir engager et créer créer les plans de campagne, vos activités pour la création de la demande, mais aussi comment utiliser toutes ces approches pour aussi engager et lier les gens aux services de santé. Next slide, please. OK. Alors, une fois que vous avez euh, euh, engagé, utiliser ces outils pour mieux comprendre l'utilisation, les préférences de de population, euh, la prochaine étape est vraiment de créer créer la demande virtuelle pour les services. Normalement, les cadres importants pour la planification, la mise en œuvre et la coordination des activités sont référés comme au niveau le projet, il y a les responsables des médias sociaux. Alors, ce sont les personnes qui travaillent dans les projets qui sont responsables pour mettre les différentes annonces sur les pages que vous avez identifiées. Euh, il y a aussi les influenceurs qui sont identifiés par la cartographie des médias sociaux, mais il y a aussi les travailleurs de proximité en ligne ou les pairs en ligne qui on peut engager les clientes dans les pages, les sites qui sont été identifiés par les cartographies et aussi, vous pouvez utiliser les mobilisateurs communautaires. Normalement, ce sont les personnes qui déjà travaillent avec les programmes, mais ils travaillent au niveau de la communauté. Ça, c'est l'approche traditionnelle, mais on peut aussi les utiliser pour mobiliser et engager les clientes au service en utiliser des approches virtuelles. Next slide, please. Alors, voici, je vais vous présenter les les cadres que j'ai présentés. Voici, vous avez les différentes approches de création de la demande en ligne. Alors, les charges des médias sociaux, comme j'ai dit, ils sont les personnes au niveau des projets qui sont responsables pour maintenir en présence dans les différentes pages des médias sociaux. Normalement, ce sont les pages des médias sociaux du projet. Alors, peut-être les projets en page Facebook, en page Insta. Et ces personnes sont les responsables qui de gérer, développer des annonces qu'on peut mettre sur les pages Facebook. Euh, Ça, c'est une approche organique. Alors, ça, c'est une approche qui utilise toutes les pages du projet qui sont déjà en existence ou bien que le projet a créé. Et les responsables les charges des médias sociaux, ils sont responsables de développer tous les contenus pour ces pages. Et comme ça, on peut gérer un petit peu plus de l'intérêt et aussi la demande pour les services. Next. Il y a aussi une approche inorganique. Alors, ça, c'est euh, aussi quelque chose que c'est fait par les charges des médias sociaux. Et ça consiste de mettre en œuvre des campagnes publiques, des pubs qui normalement sont payantes. Alors, ça, on peut utiliser les réseaux sociaux, les applications de rencontres comme Grindr et aussi les outils de recherche comme Google qu'on utilise. Et tous ces sites sont déjà identifiés par votre cartographie des sociaux médias et avec les activités de priorisation, vous pouvez engager ces sites et vous pouvez payer pour les annonces. Alors, si vous avez une campagne, par exemple, pour le jour mondial de VIH-Sida, vous voulez annoncer que l'importance de savoir votre statut, vous pouvez créer une campagne, vous pouvez
payer pour une annonce euh, qui liée avec un lien qui les clients, les personnes qui utilisent les pages et voient les annonces, on peut cliquer sur ça et les liens les prendre sur les pages Facebook du projet, par exemple, ou bien si vous avez un système de réservation en ligne, les liens peuvent prendre les clients à ces liens directement, comme ça on ou même peut faire son rendez-vous. Alors, ça sont les responsabilités pour les charges médias sociaux. Euh, et bon, il y a l'étape organique, que c'est l'utilisation des pages des médias sociaux de projet, mais aussi il y en a les inorganiques, que c'est payante, euh, que ça, ici, vous voyez, il a l'opportunité de trouver beaucoup plus personnes qui peut-être ne connaissent pas votre projet, alors ils ne connaissent pas votre page de Facebook, mais comme ils sont engagés avec les sites que vous avez identifiés pendant la cartographie, ils s'engagent dans ces sites et on peut voir l'annonce et comme ça, on peut s'engager au service de santé. Next. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les influenceurs. Alors, nous avons les influenceurs macro et micro. La macro, bon, ce sont les influenceurs qui ont un grand numéro de personnes abonnées à leur site. Il y a les micros qui peut-être ils sont plus spécifiques. On n'a pas beaucoup de personnes abonnées à leur site, mais peut-être ça c'est en population d'intérêt à votre projet. Alors peut-être c'est important de aussi les engager. Alors, on utilisait les influenceurs des médias sociaux. Ça implique identifier les influenceurs pendant votre cartographie des médias sociaux et de les engager à mettre des annonces, aussi des petites vidéos ou des informations sur votre les services de santé ou les campagnes que vous avez. Et comme ça, vous avez l'opportunité d'engager les influenceurs en, en trouver des personnes qui peut-être on n'a pas accès ou on ne connaît pas de vos services. Mais aussi, comme c'est un influenceur, les personnes sont plus peut-être intéressées en savoir plus parce que on avoue que quelqu'un qui en a euh, on est abonné à leur site. Les influenceurs un petit peu, sont plus connectés à la communauté et peut-être c'est ça aussi que c'est un bénéfice parce que les personnes sont plus intéressées en savoir plus de les services. Next. OK. Alors, nous avons aussi les travailleurs en ligne. Ça, c'est peut-être c'est un petit groupe de pères des pères éducateurs qui travaillent dans les projets, euh, qui ont fait ce travail en ligne. Alors, avec la cartographie des médias sociaux, peut-être c'est qu'on a identifié des sites ou des chat rooms où la population clé est trouvée et euh, vous pouvez utiliser votre travailleur en ligne pour, euh, pour mieux pour être dans ces sites et pour se connecter avec les clients directement. On peut aussi les utiliser pour donner des informations sur les services, pour aider les clients à faire des rendez-vous pour les services. Et ils sont là pour, si vous avez un service de réservation en ligne, on peut aider un service de réservation de services de santé. Vous pouvez aussi aider à les clients à se lier à les services. OK, next slide, please. Et finalement, nous avons les mobilisateurs communautaires. Ce sont les pères éducateurs
au niveau de la communauté. On peut les utiliser pour aussi pour créer la demande pour les services de santé. On partageait avec eux les liens dans les différentes campagnes. Aussi, on peut les utiliser pour les aider à les clientes de faire un service, un rendez-vous de service, surtout si vous avez un service pour faire les réservations en ligne. Les mobilisateurs au niveau de la communauté peuvent aider les clientes et essayer aux clientes en comment utiliser ce service. Comme ça, les clients peuvent le faire eux-mêmes la prochaine fois. OK. Voici un next slide. Voici quelques différentes campagnes que nous avons fait. Voici un travailleur de proximité en ligne d'un projet qui s'appelle eFlex au Jamaïque. Alors, les agents de sensibilisation sont formés et on a utilisé des applications de rencontres pour identifier les clientes, de participer et donner des messages de prévention et aussi aider les clientes à accéder les services. La sensibilisation, en ce cas, c'était soit pour en alors c'était direct, mais c'était en ligne, alors c'était on utilisait des outils comme les chats et tout ça, et comme ça, les travailleurs de proximité en ligne peuvent avoir une conversation directe avec euh, les clientes à travers les médias sociaux. Next slide. Voici les contenus organiques pour les médias sociaux. Alors, en ce cas, vous voyez que euh, les, les mobilisateurs communautaires ont utilisé les contenus organiques de leur projet. Alors, quand on parle avec la communauté, on peut les essayer, les, dé- démontrer les différentes campagnes qui existent. Alors, ces campagnes d'e-flex sont sur les pages de tout projet. Et alors, c'est pour ça que c'est organique. C'était créé par le projet, mais quand les mobilisateurs communautaires travaillent au niveau de la communauté, on peut aussi engager la communauté en montrer les différentes campagnes et comme ça, les clients on connaît se familiariser avec l'organisation et tous les différents travaux qu'ils ont fait. Next. Okay. Et finalement, ici, nous avons une campagne des influenceurs en Indonésie. C'est une campagne de 2018 où nous avons utilisé un influenceur qui s'appelle Stasia, un membre de la population transgenre. Et il a créé cette vidéo qui utilise, qu'elle a euh, mis sur sa page et c'était utilisé pour démystifier l'expérience des testing dans la clinique. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser les influenceurs pour mieux engager et lier les clients au service. Next slide. Aussi, nous avons les diverses approches en Guyane. Vous voyez au gauche ici, c'est un influenceur au Guyane, on utilise un système de services en ligne qui aussi permettent les clients à faire son rendez-vous en ligne, ça s'appelle QuickRes. Alors, elle a utilisé son page de TikTok pour donne information à les personnes abonnées à son compte de TikTok pour donner information et les liens à QuickRes à tous les clients, les personnes qui la suivent. Aussi, on a utilisé les médias sociaux euh, organiques du projet pour donner aussi information et les liens au QuickRes pour la population et finalement, au droite, nous avons les pères éducateurs qui partagent les liens
aussi au niveau de la communauté, on discute et montre les différentes campagnes à les personnes au niveau de la communauté. Comme ça, on peut aussi introduire les différents services disponibles et lier les clients au service. Next. Voici aussi les exemplaires d'un autre projet qui s'appelle Condom SI. Et vous voyez ici les différents exemples qu'on a utilisés et les vidéos qu'on a utilisées pour cette campagne spécifique et pour engager les différents clients. Next. OK. Avec ça, nous avons presque 10 minutes pour questions et réponses. Je sais pas vous s'il y a des questions. Si vous avez une question, vous pouvez élever votre main et vous pouvez parler. Shanti, we have a hand from Dr. Adingra. I'm going to allow them to speak. Dr. Adingra can speak now. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour. Dr. Bonjour. OK. Merci pour la présentation des différentes approches et puis le cadre pour les interventions virtuelles. Ma question, c'est comment capitaliser les personnes qui ont été touchées par les interventions virtuelles dans les données au niveau national. Généralement, il y a des indicateurs qui sont plutôt liés aux interventions, si vous voulez, physiques, offre du dépistage, distribution de préservatifs et tout ça. Mais les activités de sensibilisation ne sont pas réellement les données qui sont collectées. Mais comme on capitalise tout ce qu'on a, toutes ces personnes qui ont été touchées, mobilisées par les interventions virtuelles au niveau des données au niveau national. Merci. Merci, docteur Adinga. C'est une excellente question. Je vais juste les traduire pour mon collègue, comme ça il aussi connaît la question qui a été posée. Danny, Dr. Adingra was just saying, how do we, at the national level, with the indicators that currently exist, which talk about, sensitization and things like that, how do we do something like that when we're talking about reaching people online? And because it's very different from what our traditional programming would be, where you would be talking to somebody in the community, giving them condoms. I don't know if you have any reflections on that, Danny. Yeah, Shanti. So, in some cases, some programs agree to do some element of outreach online and encourage the person to come in person for the rest. So, for example, in Mozambique, they may begin their virtual consult with general education about HIV, ask certain questions online, get a general sense of the client, and then they bring that person in to get condoms and to get tested and so on. I hope that answers. Okay. Mm-hmm. Thank you, Danny. Alors, Dr. Adingra, mon collègue, et ça, c'est une chose que nous avons aussi vu dans beaucoup de nos pays avec l'intervention virtuelle, mais pour la sensibilisation en ligne, la chose que nous avons fait avec quelques projets, c'est que la sensibilisation en ligne aussi inclut les différents points de discussion qui on fait normalement au niveau du terrain, au niveau de la communauté. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des topics qui sont spécifiques qu'il faut couvrir avec chaque personne que vous trouvez en ligne. Ça, c'est spécifiquement avec les projets qui utilisent les pairs en ligne.
et comme ça, vous pouvez, comme ça, vous pouvez, les pairs en ligne pour noter tous les clients avec qui on a parlé, et vous pouvez compter ces clientes comme couvrir avec les messages de prévention, l'intervention de prévention et de sensibilisation. Avec les annonces, euh, c'est-à-dire avec les annonces organiques, inorganiques, avec l'utilisation de les influenceurs, ça c'est un petit peu plus difficile parce que il n'y a pas un contact direct avec les clientes. Alors, la chose que nous avons fait avec beaucoup de nos projets, c'est que on peut identifier, si vous avez des liens dans chaque campagne ou les pages de médias sociaux, on utilise un lien spécifique et en cliquant sur cet lien, nous pouvons utiliser, nous savons d'où les clients a entré le service. Alors, par exemple, si nous avons fait une annonce dans Facebook, nous avons un lien spécifique pour cette campagne. Et si un client clique sur cet client, il est lié à un par éducateur ou directement aux pages des services de santé, nous savons les volumes des clientes qui euh, qui sont qui viennent de chaque page que nous avons utilisée. Et ça, c'est important au niveau du projet parce que ça vous permet de connaître les campagnes et les pages les plus efficaces, mais aussi ça vous permet de aussi avoir donné les volumes de clients qui sont touchés par les différentes campagnes. Alors, au niveau national, ça, c'est pas beaucoup d'intérêt, mais au niveau du projet, ça vous permet d'avoir des informations importantes. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Danny, are there any other hands? No, I don't see any other hands right now. Okay. Why don't we go to next slide? Sure. Okay. Okay. Alors, bon, à partir de la génération des demandes, je vais vous présenter un petit peu sur les présentations de services de santé virtuelle. Euh, Next slide. Et les différents types de services euh, que vous pouvez avoir. C'est important que euh, vous compreniez que entre la génération des demandes, vous pouvez lier vos clients directement. euh, Vous pouvez lier les clients directement à les différents services de santé. Par exemple, vous pouvez avoir un système de prix de rendez-vous en ligne. Vous pouvez aussi avoir une approche de consultation virtuelle, euh, les gestions des rendez-vous pour les questionnaires. Aussi, vous pouvez engager les clients pour les SMS et les autres outils de messagerie, des gestions virtuelles des cases. Et je vais aussi partager avec vous un outil qui s'appelle Aura ou QuickRes. C'est un outil qui, y compris tous ces différents aspects de prestations de santé virtuelle, mais avec cet exemple, vous pouvez voir comment la demande la génération des demandes est liée directement au service de santé virtuelle. Next slide. OK. Pour la prise de rendez-vous en ligne avec les clients, alors les principales fonctions d'une application qui est faite pour les clients, pour les aider à faire leur rendez-vous en ligne, c'est d'avoir euh, une navigation facilement qui permette les clients d'identifier les questionnaires de services, les questionnaires de services par type de service, aussi pour l'emplacement.
et la modalité. Quand nous parlons de la modalité, normalement, nous parlons de la modalité traditionnelle, que c'est face à face, ou bien la modalité virtuelle, qu'on peut faire par un vidéo chat ou aussi par un appel de téléphone, ou bien la livraison de services. Alors, c'est-à-dire qu'on peut demander la livraison d'un service à domicile, ou bien si c'est un client qui en a besoin seulement des médicaments, à la livraison des médicaments, ou par exemple le dépistage, l'autodépistage de VIH, on peut aussi indiquer ou on peut aussi les livrer à domicile directement. Euh, les choses, les autres fonctions que c'est importante, c'est en fonction que permettre à client de demander un service en fonction des disponibilités du fournisseur. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un horaire et le système déjà connaît euh, ou peut démontrer la disponibilité du fournisseur des services. Comme ça, les clients peuvent faire un rendez-vous immédiat avec le fournisseur qu'on a choisi. Aussi, une chose que c'est plus en plus important, c'est que toutes les données, toutes les données de clientes sont sauvegardées en toute sécurité. Alors, un système de reprise en rendez-vous, il faut avoir des spécifiques fonctionnalités qui permettent que les données sont sauvegardées en ligne avec toutes les lois et de la ministère de Santé ODP. Et aussi, les systèmes doivent suivre la sorte de référence. Alors, c'est-à-dire, par exemple, si nous avons une campagne de demande sur une page Facebook, les liens que la personne a trouvés dans cette page, c'est un lien qui les prend sur les pages de faire un rendez-vous. Les pages de rendez-vous peuvent sauvegarder cet lien et comme ça, vous savez au niveau du projet d'où la personne est arrivée, de quelle campagne, de quelle page. Il y a il y a des autres tools aussi, on s'appelle offlining, et ça, c'est les liens en personne qui était trouvé en ligne. Par exemple, quelqu'un que la personne a cliqué sur les liens qu'on a trouvés dans des pages Facebook, ou bien la personne a parlé avec un père en ligne. Euh, c'est les liens entre cette interaction et les liens avec les services face à face et comment cette cliente est inscrite au programme comme le reste des clientes. Alors, pour les offlining, c'est-à-dire qu'il y a un processus de connecter les personnes qui en ont trouvé en ligne avec le personnel du projet au niveau du terrain. Les programmes pourront également utiliser un directoire de services pour aussi référer les clients à tous les services qui sont disponibles dans la communauté. Next slide. Alors, pour les consultations virtuelles, voici, c'est un exemplaire en consultation virtuelle qu'on utilise avec QuickRes. Les, les clientes, nous avons les consultations médicales virtuelles sont les consultations qui sont pas faites face à face. C'est quand le client rencontre le fournisseur pour une consultation. Vous pouvez utiliser une plateforme de réservation en ligne ou les utilisateurs pour ou les fournisseurs pour mettre les disponibilités pour aider les clients à faire un rendez-vous. Il faut toujours identifier une plateforme pour comment vous faites les consultations virtuelles. Alors, on peut utiliser Zoom, par exemple, WhatsApp,
il y a beaucoup de messageries, de différentes approches. Il y a aussi rappel des rendez-vous qui un système peut envoyer automatisé aux fournisseurs et aussi aux clients avec l'instruction d'accès et les liens pour accéder les consultations. Et il faut aussi qu'il y ait une interface qui permette aux questionnaires de visualiser le rendez-vous. Euh, Comme ça, on se peut préparer pour ou bien reprogrammer les services. Et les fournisseurs, les clients peuvent initier la consultation, mais il faut toujours avoir une étape, un processus pour le fournisseur à confirmer son identité et confirmer l'identité du client avant de fournir le service. Normalement, ça, c'est la confirmation du nom, date de naissance, quelque chose comme ça. Et l'interface, il faut qu'il permette aux fournisseurs euh, que les clients, les interfaces, il faut qu'ils permettent aux fournisseurs de indiquer et de noter tous les services rendus aux clients. Next slide. Voici, c'est un exemplaire d'une interface pour le fournisseur. Euh, c'est un exemplaire de QuickRes, l'application que nous utilisons. Les applications, il y a une question qui sont gratuites. Normalement, il y a un petit coût qui est impliqué par ces différentes applications. Pour les exemplaires que j'ai ici, ça c'est une application qui s'appelle QuickRes. Et pour cette application, par exemple, comme c'est utilisé par beaucoup, c'est une application globale. Alors, tous les coûts, c'est partagé par les, euh, tous les pays qui l'utilisent. Et ça, c'est, je crois, normalement 1 000, 2 000 $ par année. Alors, c'est pas trop, mais il y a des autres applications qui sont plus modifiées pour les besoins du pays et ça coûte un petit peu plus, mais il y a des options de différentes applications que vous pouvez utiliser pour la prestation de services online. Et ici, c'est un exemplaire de l'interface des clients où vous pouvez voir les noms et cliquer sur les noms pour avoir les détails de clients. Vous pouvez, comme un fournisseur de services, j'ai l'opportunité de naviguer entre les différentes dates pour voir la liste des rendez-vous. Si je cherche un rendez-vous en particulier, j'ai l'opportunité de faire une recherche par nom du client ou leur numéro de téléphone. Et j'ai aussi l'opportunité de signaliser la modalité d'arrivage. Alors, si la personne est arrivée en personne à la clinique, ou bien si c'était en téléconsulte virtuelle, ou bien si la personne n'est pas arrivée, je ne peux pas aussi l'indiquer là. Et je peux aussi indiquer tous les services fournis. Comme ça, au niveau des fournisseurs, j'ai cette application qui me permet de voir tous mes rendez-vous, l'heure, les noms, les détails et aussi les services. Et comme ça, je peux plus tard aussi voir toutes mes données pour en savoir tous les services rendus aux mes clientes. Next slide. Une autre chose qu'on peut faire avec les clientes au niveau de la clinique ou du projet, c'est d'engager les clientes par SMS. Alors, nous avons parlé déjà de comment engager le public avec les médias sociaux, mais peut-être vous voulez engager vos clientes aussi. Alors, vous pouvez utiliser les SMS pour confirmer en réservation. Alors, il y a des systèmes. Vous pouvez créer un compte avec un fournisseur de SMS au niveau de votre pays et payer pour un paquet. Et vous pouvez créer tous les différents messages que vous voulez envoyer qui sont automatisés. Et par exemple,
les moments que les clientes a fait un rendez-vous avec quelqu'un au niveau de la clinique, ou bien si vous utilisez un système de réservation en ligne, le système peut envoyer une confirmation des rendez-vous avec l'information de les centres de santé, les heures et les jours de la réservation. Vous pouvez aussi envoyer des SMS pour les rappels de rendez-vous, peut-être un jour avant, 2 jours avant. Le système, vous pouvez envoyer ces SMS. Si vous êtes intéressé sur un sondage de satisfaction ou enquête de satisfaction, vous pouvez aussi utiliser un SMS avec un lien. Après que la personne est arrivée, vous pouvez, au niveau de la clinique, automatiquement envoyer un SMS avec ça, avec les liens. Euh, vous pouvez aussi utiliser le SMS pour euh, si un client est testé pour les ITS, incluant le VIH, vous pouvez utiliser un SMS avec un lien. Comme ça, les clients peuvent eux-mêmes euh, recommander les services à leur partenaire. Si vous voyez qu'il y a personnes qui ont manqué leur rendez-vous, vous pouvez envoyer un SMS à tous les clients avec un numéro de téléphone pour qu'ils peuvent utiliser pour reprogrammer le rendez-vous. Aussi, si personne a fait un autodépistage de VIH, vous pouvez envoyer un message pour les demander les résultats, ou bien si un résultat de laboratoire est prêt, vous pouvez envoyer un SMS pour euh, euh, laisser la personne savoir que le résultat est prêt et avec un numéro de téléphone, appel pour les résultats. Um, et aussi, si vous avez des clients sur les ART ou les PrEP et vous savez que le niveau de médicaments est bas, vous pouvez envoyer un SMS à ces différentes clientes, même comme information générale ou contenu éducatif. Et on peut, comme j'ai dit, le faire avec automatisé. Il faut avoir un API qui laisse le système des SMS liés au système de la clinique. Vous pouvez aussi le faire manuellement euh, avec le personnel de clinique. Euh, mais on peut aussi envoyer un message de diffusion. C'est un message qui est envoyé à plusieurs groupes. Et vous pouvez utiliser les SMS ou WhatsApp aussi. Mais il y a quelques points de conseil général. Euh, les clientes doivent être le droit de consentir à recevoir des messages. Alors, il faut toujours avoir un opt-out euh, et de s'abonner de ces messages à tout moment. Alors, un client, si on ne veut pas continuer à recevoir les SMS ou les messages, il devrait avoir un processus pour les clients à choisir qui on ne veut pas recevoir les SMS. Et aussi, dans tous les messages envoyés, il faut toujours exclure des informations euh, confidentielles ou sensibles dans les différents messages. Next slide. Okay. On peut aussi, au niveau des services virtuels, on peut aussi utiliser la gestion des cas virtuels. Et les gestions de casse virtuelles, c'est pas vraiment différente comme les gestions de casse normales. C'est en relation individuelle entre les clients et leur gestionnaire de casse. Mais en cette cas, on utilise les approches virtuelles pour la prestation de services. Alors, par exemple, on peut utiliser un système pour faire les rendez-vous en ligne, aussi faire les suivre et les consultations par WhatsApp ou en appel vocal. Euh, aussi, une autre chose qui est partie de la gestion de casse virtuelle, c'est les rappels et notifications par SMS que nous avons jusqu'à vous et aussi des outils pour les gestionnaires de casse
pour en savoir la liste des clientes, les rendez-vous. C'est comme les interfaces de prestataires de services, aux fournisseurs de services que j'ai partagé. Aura aussi avoir une interface pour les gestionnaires de cas, comme ça on peut suivre leurs clientes tout au long du cours. Next slide. OK. Alors, je vais vous présenter un outil qui fait toutes les choses que j'ai déjà expliquées. Le outil s'appelle Aura. C'est une application de réservation et de gestion des cases en ligne. C'est une application web. C'est pas une application on a dans le téléphone. Il y a une interface pour les clientes. Les clientes le peuvent utiliser pour faire son rendez-vous, mais aussi pour les fournisseurs du service, les gestionnaires de cases et toutes les personnes qui travaillent comme père éducateur. Aussi, on peut l'utiliser pour tous les services de santé. La confidentialité des services est assurée avec différents niveaux de services de web. Il y a deux différents déploiements. Le Aura qui est spécifique à un pays, ça c'est-à-dire un pays où il y a des lois qui permettent pas les données des clients d'être dans un cloud. Mais il y a aussi un Aura multi-pays, s'appelle QuickRes, et ça c'est le système qui est utilisé par plusieurs des pays. Next slide. Voici l'utilisation globale de Aura QuickRes. Next slide. Et voici les fonctions du système. Vous voyez en haut la fonction euh, à travers le continuum de santé avec pour les clientes et en bas toutes les fonctionnalités de le fournisseur du programme. Je ne vais pas donner tous les détails. Tous les participants, nous partageons les présentations après et vous pouvez les lire en toute tranquillité. Mais sont toutes les fonctionnalités que j'ai déjà présentées sur les services de santé virtuels. Euh, et aussi, il y a un un point final sur l'utilisation des données qui vous explique toutes les choses que le système peut faire pour la suivi et l'évaluation du projet. Next slide. Et ici, c'est l'interface pour les clientes. Les clientes peuvent cliquer sur les téléphones, tablettes, ordinateurs pour faire les bookings. On peut identifier les préférences. Il y a une sécurité pour renforcer, assurer que c'est une vraie réservation et les clients peuvent choisir la modalité de tous les services disponibles. Next slide. Pour l'utilisation d'un système de gestion de cas et de réservation en ligne comme Aura QuickRes, il faut toujours vraiment comprendre les besoins des clientes et fournisseurs et dans votre cas d'utilisation, définir qu'est-ce que c'est, comment on a un système de livraison ou de services, de rendez-vous de services et de gestion de cas pour répondre aux besoins des clients. Euh, Est-ce il faut comprendre les lois nationales sur confidentialité des données, comment un système qu'on utilise s'intègre au système de santé existant, par exemple DHIS2, et aussi qu'est-ce que sont les ressources financières et humaines qui on a à votre disponibilité pour le faire, et qu'est-ce que c'est le niveau d'assistance technique nécessaire. Next slide. Avec ça, nous avons une période de questions. J'ai vu que il y a quelques questions dans le chat.
Oui, on va partager tous les documents, la présentation. Et dans la présentation, il y a les liens déjà aux tous les documents qui sont dans les présentations. Oui, pour l'application, j'ai déjà expliqué. Normalement, il y a une petite charge pour les utiliser. Comme j'ai dit, un système comme QuickRes, par exemple, qui est utilisé par plusieurs pays, tous les coûts les gérantes de ce site est divisé par les différentes pays. Alors, normalement, ça c'est 1000 à 2000 par an. Un Aura qui est vraiment un système comme un Aura, c'est-à-dire un système qui est désigné seulement pour un pays, ça c'est plus cher, peut-être 5 à 10 000 dollars. Euh, la dernière question de Dominique, dans le cadre des différentes approches virtuelles présentées qui prennent en charge les frais de... oui, il faut toujours avoir la connectivité Internet. Normalement, quand on fait un système comme ça, il y a des différents frais. Il y a les frais les systèmes. Ça, c'est tous les développements, les maintenance, tous les nouvelles fonctionnalités. Il y a les frais des SMS. Ça, c'est pour tous les messages qui sont envoyés à partir d'un système. Il y a aussi les frais d'Internet, euh, qui c'est important au niveau de la clinique. Et euh, finalement, il y a les coûts pour si vous avez des pairs en ligne ou des pairs au niveau de terrain qui travaillent avec les projets, il faut aussi avoir contempler les frais pour donner des crédits. Comme ça, on peut utiliser leur téléphone au niveau du terrain ou en ligne pour lier les clients au service. Et nous avons un document avec que c'était au euh, next slide, qui c'est au but de présentation, qui vous permettent savoir en plus sur tous les coûts. Voici finalement, nous avons quelques diapositives sur toutes les ressources qui sont disponibles. Voici les liens pour tous les recours qui sont relationnés à la création d'une demande virtuelle. Next slide. Voici toutes les différentes ressources disponibles pour la prestation de services de santé virtuelle. Next slide. Et il y a aussi quelques différentes ressources que nous avons fait qui sont disponibles sur Démon. Et comme j'ai dit, au fin de cette présentation, nous partagerons la présentation aussi comme les recordings. Et au fin de la semaine, nous aussi partagerons un document Word euh, plus compréhensible, plus compréhensive avec tous les recours disponibles à vous. Est-ce que il reste 3 minutes. Euh, Merci à tous pour votre participation. J'espère que le webinaire a été utile pour vous. Voici l'équipe Going Online. Nous sommes ici à votre disponibilité pour vous aider. Si vous avez des autres questions, nous sommes disponibles euh, à répondre et vous lier aux recours. OK. Merci à tous. Merci. Merci Dominique. Merci aussi Georgina. Merci. Bonne fin de journée à tous.
Hmm.